tous. Donc, merci à l'organisation de Time Game pour cette opportunité qui m'est donnée de parler de choses que j'adore par-dessus tout, la littérature et les jeux vidéo. Il y a quelque chose de curieux à mêler littérature et jeux vidéo, tellement curieux qu'un fossé s'est creusé dans le champ d'études, séparant deux camps, deux approches qui s'opposent, les ludologistes et les narratologistes. D'un côté, le gameplay tient lieu d'idole, tandis que de l'autre, c'est le récit qui joue ce rôle. J'entends pas ici résoudre ce problème, évidemment. Mais je vais tâcher de proposer une position que j'espère sinon médiane entre les deux, du moins pas aussi tranchée. C'est depuis ce point de vue que je vais m'intéresser à Dark Souls, licence ayant débuté en 2009 avec Demon's Souls, continué en 2011 avec Dark Souls, puis Dark Souls 2 en 2014, pour finir avec Dark Souls 3 en 2016. Deux choses à noter ici. D'abord, deux compositeurs principaux ont œuvré sur l'ensemble de la série, Motoi Sakuraba et Yuka Kitamura. La seconde, un seul des titres n'a pas été supervisé par le producteur Hidetaka Miyazaki, Dark Souls 2. Heureusement, et cela nous évitera toute querelle axiologique, cet épisode, par une série de références laissées dans Dark Souls 3, a été reconnu et établi comme canon par M. Miyazaki. Ainsi, ça nous assurait de l'homogénéité et de la cohérence de la série, et pouvons-nous l'évoquer en synecdoque par le biais d'un seul jeu. C'est pourquoi je me concentrerai essentiellement sur Dark Souls 3, qui, tout en étant l'aboutissement de la série, me semble aussi le plus abouti en termes de game design, de gameplay, de level design et de récit. Il s'agit alors de l'épisode où le joueur meurt le plus, rage le plus et ne comprend rien. Tout le sel de la série réside là, précisément, dans cette mise en danger du joueur par le jeu. Ennemis gigantesques et rotors, tels les archers parapluies du premier épisode. Level design ouvert et grandiose, comme la cathédrale d'Anorlondo, ou labyrinthique et étriqué à la façon du village des morts-vivants ou des marécages. Tout concourt à l'épuisement du joueur. Une des stratégies commerciales du diffuseur, Namco Bandai, fut d'ailleurs d'insister sur l'aspect terrible du jeu, à tel point que l'édition PC de Dark Souls 1 fut appelée l'édition Prepare to Die, prépare-toi à crever. Cette mise en danger retient l'attention parce qu'il semble qu'elle attaque le joueur non seulement en jeu, mais en tant que joueur même. Pris dans cette perspective, Dark Souls menacerait directement la stabilité du joueur pour le transporter ailleurs, voire le rendre autre à lui-même. Pour examiner cette question, il faut tout d'abord bien comprendre ce qu'offre le jeu d'Elabor, c'est-à-dire la dérobade. Dark Souls est une fuite constante qui dispute et empêche toute linéarité, pour lui préférer l'itération de ses origines, quelle qu'elle soit. Ainsi, le jeu s'échappe. Chaque jeu de la série s'enfuit devant le joueur à mesure que celui-ci suppose le saisir. Non pas que Dark Souls ne raconte rien, bien au contraire, mais ce qu'il dit se dit oblique, fluide, impossible à retenir et toujours à poursuivre. Les vidéos d'introduction de la série sont emblématiques à ce titre, dans le sens où ce qu'elles disent est chiche et mystérieux. D'abord, elles permettent à la série d'assurer sa continuité du fait qu'elles sont narrées par une seule et même voix, une voix craquelée, de vieille conteuse, inquiétante, ironique, dont le ton porterait à croire qu'elle connaît plus d'informations qu'elle n'en donne. Cela est fortement suggéré dans Dark Souls 2, qui fait de la voix narrante un personnage non-joueur à part entière, que le joueur rencontre dès le début de son aventure, avant même son arrivée à Majula. Dans une masure, il rencontre 3 femmes, dont l'une possède une voix très similaire à celle de la narratrice. La puissance définitoire de ces 3 femmes est établie dans le jeu et sur le joueur, car sans elles, il n'aurait ni apparence ni puissance. Ce sont elles, en effet, qui lui permettent de choisir son nom, son apparence et sa classe de départ, sans oublier que le joueur dans le jeu peut à tout moment retourner les voir pour redistribuer ses points d'attribut selon son vouloir. Non seulement la narratrice détient les clés du récit, mais dans Dark Souls 2, elle détient les clés du joueur et n'est jamais explicitée ni dans sa nature, ni dans son rôle. D'autre part, la position liminaire de ces vidéos encourage à les interpréter comme introduction, comme incipit, c'est-à-dire comme un endroit privilégié du récit où celui-ci s'établit, pose ses fondations pour mieux se développer ensuite. Or, elles ne disent rien. L'âge des dieux s'éteint, le feu s'éteint aussi, et la marque sombre attire. Puis voilà. Loin de donner des explications aux joueurs, pour stabiliser la narration, comme le demanderait leur place dans un jeu, voyez notamment Dishonored 2 par exemple, où la vidéo d'introduction est un résumé du premier épisode. Au lieu de stabiliser la narration, au lieu de donner quelque chose aux joueurs pour s'asseoir, elles apparaissent fondamentalement comme elliptiques et mythopoïétiques. En exposant les différents âges, en montrant les différents boss du jeu, elles construisent l'univers sans préciser aux joueurs les tenants et les aboutissants de ce dernier. À sa charge alors de construire du sens au récit. Le jeu s'établit ainsi dès lors comme trop terrible,
trop grand pour se dire. Il se retient de dire, et ce qu'il retient de dire, fatalement, c'est lui-même, qu'il définit comme indicible. Ce caractère indicible du jeu se retrouve dans la retenue constante des informations. L'intégralité des cutscenes de Dark Souls 3, par exemple, tient en 32 minutes et quelques secondes, si on en croit les compilations YouTube, ce qui, ramené à d'autres jeux à histoire, Metal Gear Solid 5 au hasard, est très peu bavard. Metal Gear Solid 5, c'est environ 5h, 5h20, si on en croit encore une fois les compilations sur YouTube. Ces cutscenes, d'autant plus, sont peu nombreuses, très courtes, et n'apportent pas vraiment d'éléments d'exposition clairs. Le joueur est volontairement laissé dans l'obscurité par le jeu, à ces endroits précis où il est censé obtenir des informations. Il y a bien des éléments auxquels le joueur peut se raccrocher dans son expérience du jeu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, les personnages non-joueurs. Les personnages non-joueurs qu'il rencontre. Ici, Hawkwood, qui est un des premiers PNJ du jeu avec la gardienne du feu. Hawkwood, dans Dark Souls 3, joue un rôle canonique de la série, celui du chevalier défait. Dark Souls a toujours proposé dans ses jeux, un chevalier éteint, défait, complètement abattu par l'ampleur de la tâche qu'il n'a pas réussi à mener. Sur l'image que vous voyez ici, il n'est pas dans sa position initiale à l'intérieur du sanctuaire du Lich-Feu, mais à l'extérieur, près d'une tombe supposée être celle des Veilleurs des Abysses, un des boss du jeu. Sur Dark Souls, sur la série en entier, j'ai pas mal d'heures de vol, pour ainsi dire, et sur Dark Souls 3, à peu près 200. Quand j'ai exploré le jeu de nouveau pour aller chercher les images qui vont illustrer cette présentation, c'est la première fois en 200 heures que je croisais Hawkwood à cet endroit-là, alors que j'avais pris du temps pour faire son arc narratif, pour le suivre pas à pas et l'amener au bout de son histoire. Ce que cette anecdote montre, au-delà de ma terrible incompétence à jouer à Dark Souls, c'est que les PNJ, même les plus évidents, réservent des surprises et se dérobent parfois au regard pour peu que le joueur fasse preuve de précipitation dans sa progression ou qu'il soit inattentif. Hawkwood donc reprend le rôle du chevalier découragé qui cherche à dissuader le joueur de progresser dans sa quête, concurrençant ici la gardienne du feu qui, juste avant, lance le joueur dans le jeu en lui demandant d'accomplir la quête. Ce double discours du jeu n'est rien d'autre qu'un moyen pour attiser les attentes du joueur, pour l'attirer sur la piste du mystère que le jeu propose. D'un côté, le mythique feu à allumer, à entretenir, et de l'autre, les boss fantastiques dont Hawkwood déclare que ni lui ni le joueur ne sont dignes même seulement de les approcher. Le récit du jeu se dérobe ainsi dans ses emplacements canoniques, mais cela ne signifie pas pour autant que Dark Souls fasse l'économie d'une narration pour donner aux joueurs des informations, des indices, des indications sur ce qui l'entoure. Ce processus de narration environnementale joue à plein dans Dark Souls 3. Il consiste à organiser le monde autour du joueur de façon à ce que tout concorde à l'amener vers la fin, vers la résolution du jeu et du récit. À ce titre, l'exemple de la toute première zone de Dark Souls 3 est emblématique, c'est celle que vous voyez ici, dans le sens où elle stabilise le jeu au sein de la série, établit une des principales règles de game design du jeu. Ce que le joueur voit quand il commence le jeu, c'est ça. Le cimetière où son cercueil de naissance se trouve, au-dessus de lui le surplombant menaçant le château de Lothric, derrière l'image, et en face un chemin. Cette simple image installe l'atmosphère du jeu via la lumière crépusculaire et l'état de déréliction et d'abandon du décor alentour, ainsi que la nécessité d'aller de l'avant, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin, celui-ci va tout droit, et il y a de la lumière au bout du tunnel, autant aller voir ce qui se passe. D'autre part, ça établit l'aspect médiéval fantastique du jeu, avec l'architecture de pierre, du pont que vous pouvez voir, qu'on voit sur l'image, ainsi que la forme des arbres qui n'est pas sans rappeler ce qu'on voit dans les productions cinématographiques habituelles. Annonce ici est faite aux joueurs que le jeu sera âpre et sans merci, ce que prouve la rencontre avec un premier cadavre, à peu près 10 mètres après le début du jeu. Premier cadavre qui est loin d'être innocent puisqu'il s'agit ici ni plus ni moins que du chevalier emblématique de la série des Dark Souls, présent dans la plupart des vidéos promotionnelles, avançant toujours vers son sort, ici qu'on suppose relativement définitif. Le calice sur lequel il est appuyé doit aussi retenir l'attention puisqu'il redouble le calice du tout premier Dark Souls, calice qui permettait aux joueurs d'avoir accès à la téléportation de zone en zone, puis au boss final. La cohérence narrative est ainsi assurée. De même que sur cette image-ci, on peut remarquer les cercueils gigantesques qui ne sont pas sans rappeler le cercueil dans lequel dormait Nito, boss du monde des morts du premier Dark Souls. Cependant, au-delà de la référence, il faut surtout remarquer le chemin à gauche de l'image. D'abord parce qu'en existant, il crée un embranchement. Il y aura donc dans le jeu d'autres voies à explorer.
et que la seule et unique voie droite. Il s'agit d'un message au joueur pour lui donner une clé du level design du jeu. Le fait que cet embranchement se trouve derrière le joueur quand il avance vers la lumière lui donne une seconde clé, à savoir qu'il ne faudra pas hésiter à revenir en arrière pour tout voir. Enfin, comme il s'agit d'un cul-de-sac, le jeu permet ainsi au joueur de comprendre que tout labyrinthique qu'il soit, il y a une et une seule sortie, un et un seul chemin. Les tours et les détours ne sont pas indispensables, mais complémentaires. Tout ceci est exprimé sur ce seul et unique croisement sur lequel on débouche au bout de 2 minutes de jeu. La narration environnementale peut servir d'autres rôles, notamment proleptique, en indiquant au joueur ce qui l'attend, notamment sur cette série d'images, avec ici le liche-feu qu'on devine à la sortie du cimetière, le château de Lothric qu'on devine depuis le liche-feu, le visage des morts-vivants qu'on domine depuis le mur du château de Lothric, l'église de ces mêmes morts-vivants, encore une fois, le pic du dragon, ou bien la vallée d'Irithil et la cathédrale d'Anor Londo. Cette dernière image mérite qu'on s'y attarde pour évoquer un instant la question de la profondeur de champ. Un des grands intérêts de Dark Souls 3 réside dans le fait que ce qui est visible est explorable. Le joueur pourra se rendre dans tous les endroits qui sont sur cette image. L'environnement, en jouant sur l'éloignement et sur les distances, transmet ainsi au joueur une idée du gigantisme de ce qui l'entoure. Gigantisme très approprié puisqu'il s'agit avant tout d'une histoire de dieux monstrueux à ramener à la raison en les abattant. Ici, en plus d'apercevoir Irithil dans toute sa splendeur, ainsi qu'au fond la cathédrale d'Anor Londo qui la surplombe, derrière les nuages, sur la gauche, nous apercevons quelque chose de plus écrasant encore. Le château de Lothric et ses tours familières. Il détruit, il écrase totalement la perspective de l'image et redouble ainsi son rôle narratif d'écrasement du monde. L'image instille chez le joueur une idée du récit caché, du récit dissimulé. Il me semble que dans la série, le joueur se retrouve dans la position de l'homme décrite dans le poème Correspondance de Baudelaire, dont le premier quatrain est « La nature est un temple où de vivants piliers laissent ma foi sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Ces symboles, c'est évidemment tout ce qui entoure le joueur. Le jeu forme essentiellement un tout maîtrisé où rien n'est laissé au hasard. Dès lors, la seule solution pour y faire sens n'est pas l'explication rationnelle, mais l'exégèse. Le jeu forme, pour qui sait le lire, comme un grand texte unique, pour paraphraser Les mots et les choses de Foucault. La première partie de cet ouvrage, Les mots et les choses, est consacrée à la description de la période classique où le rapport au monde est sur le mode du livre universel, chaque signe étant le signe de quelque chose d'autre, redoublant toujours jusqu'à tomber sur Dieu. Il semble que Dark Souls rentre dans cette description. Chaque objet, chaque personnage représente chaque personnage signalant autre chose que lui-même. Ce texte descriptif de l'âme de Vort, un des premiers boss du jeu, représente la tendance de Dark Souls à toujours retenir sa signification. En effet, quand on le lit, on aperçoit que c'est un texte qui annonce un autre boss du jeu, la danseuse, sur lequel on a passé quelques heures, qui se trouve à une petite centaine de pas de l'arène du jeu où le joueur a abattu Vort, et aussi à une quarantaine d'heures, sauf si on fait l'idiot. Mais ce texte annonce aussi la vallée boréale, dans laquelle le joueur trouvera ce type d'épée, dont le texte annonce, de nouveau, Sullivan, encore un boss, mais le texte permet aussi de comprendre ce que Vort est, pourquoi il est monstrueux, comment il est devenu ce chien bizarre qu'on a laissé derrière. Et aussi de comprendre par là le processus de déshumanisation qui court dans tout le jeu et dans toute la série des Dark Souls. Ainsi, chaque signe dans Dark Souls vaut surtout pour un autre, jusqu'à ce signe vide de l'éclipse, jusqu'à l'énigme centrale de l'exégèse, partout retrouvée et jamais expliquée, la marque sombre que vous voyez ici, tout en haut de l'image. Charge encore et toujours au joueur de déchiffrer le jeu, de comprendre la marque, de réunir et de résoudre le puzzle. Cependant, le jeu déploie tout pour empêcher le joueur de compléter son exégèse en brouillant l'espace et le temps. Si on en croit Aristote, qui racontait pas que des bêtises, forme un tout ce qui a commencement, milieu et fin. Dark Souls prend un malin plaisir à ne pas avoir de fin. Cette volonté est inscrite au cœur du game design avec le mécanisme du New Game Plus. Il s'agit de permettre au joueur de recommencer le jeu au début en conservant ses attributs, armes et armures. C'est un mécanisme assez courant qu'on trouve dans des jeux tels que Ratchet & Clank, Dishonored 2 pour ne citer que. À la différence de ces deux jeux, Dark Souls intègre le New Game Plus au sein de son récit. La mythologie du jeu évoque une répétition de cycles permanente où chaque chose déjà arrivée arrive à nouveau et arrivera encore. Le New Game Plus n'est que la traduction en jeu de cette éternelle répétition que la description de l'âme des seigneurs montre ici. Vous pouvez y lire dessus. Nombre d'aspirants seigneurs exaltés par la noblesse se sont succédés encore et encore. Cependant, au-delà du statut de la fin, la temporalité même de Dark Souls 3 pose problème.
Il ne s'agit pas de savoir précisément à quelle date le jeu se déroule, mais plutôt quand il se déroule en son sein même. Les différentes stades de l'éclipse, on en a vu dans les images précédentes, le marquent, mais il faut aussi prendre en garde, sinon à la météo, du moins au ciel du jeu. Vous voyez ici un ciel bleu, enfin nuageux mais clair, et ici exactement le même environnement, mais avec un ciel ténébreux. Pour accéder à cette image, il faut abattre un boss optionnel, révéler un passage secret, suivre une enfilade de couloirs, tomber dans le cimetière descendre comme au tout début du jeu, trouver de nouveaux ennemis, les abattre, passer sous le ciel sans étoiles, abattre un nouveau boss et réussir à arriver là. Autant vous dire qu'il est bien dissimulé. Et pourtant, cette modification du ciel me semble être une indication de la temporalité que le joueur parcourt. Sachant que le but du jeu est de nourrir la flamme, il semble probable que cet espace sans lumière, plongé dans les abysses, se trouve à une extrémité du spectre où le feu a disparu, où le joueur a échoué. D'ailleurs, il faut noter qu'à part se téléporter via un feu, il n'y a pas de sortie possible depuis cet espace. D'autre part, si le joueur retourne à son cercueil d'origine, comme s'il cherchait à sortir une échappatoire de sa naissance, il se trouve une embuscade qui rend impossible tout nouveau départ. Nous nous trouvons donc à un point limite du temps où le cycle ne peut plus recommencer, et ne pouvant plus recommencer, il s'étire dans une éternité sans lumière. Se dégagent alors au moins deux moments, celui-ci dans lequel le joueur fait une apparition rapide et optionnelle, donc qui vient nourrir sa réflexion et sa compréhension du jeu, et celui que le joueur parcourt le reste du temps, dont la fin se situe avec l'affrontement avec le Seigneur des Cendres. Le mécanisme du multijoueur intégré à Dark Souls vient aussi brouiller les pistes. Il s'agit d'un mécanisme d'invasion dans un sens ou dans un autre. Le joueur peut envahir le cycle d'un autre joueur pour l'abattre, et un autre joueur peut venir lui casser les pieds. Ils peuvent aussi s'entraider pour battre un boss, guider quelqu'un dans une zone un peu complexe, les marécages au hasard, découvrir des secrets. Le temps de l'invasion, ils occupent le même cycle, celui que le joueur principal, hôte, envahit ou invoque. Ce qui tendra à envisager qu'en dehors de l'invasion, chaque joueur se situe sur une temporalité, un cycle qui lui est propre, et vivrait alors dans un temps globalement identique, cercueil d'origine, Seigneur des Cendres à la fin, boss un peu partout, mais dont le détail est propre à chacun. Or, les arcs narratifs des différents PNJ sont là justement pour établir l'unicité et l'individualité de chacun de ces cycles. Les différents PNJ du jeu suivent leur propre quête de façon concurrente à celle du joueur. Prenons l'exemple du chevalier de Katarina, fidèle compagnon du joueur depuis le premier Dark Souls, Onion Bro, pour ceux qui ont un peu joué au jeu, qui ici est chargé d'abattre Yorn le géant. Dans la glose qui accompagne cette épée, cette image, on peut lire que le Yorn le géant confia son épée à un être cher, c'est ce chevalier de Katarina. Néanmoins, le joueur n'en saura rien, du début jusqu'à la fin, s'il n'accomplit pas un certain nombre de tâches à des embranchements précis. La même chose pourrait être dit à propos de Cyrus des Terres Obscures, à la différence près que c'est au joueur, par 3 fois, de lui prêter assistance, tandis qu'ici, c'est Onion Bro qui viendra aider le joueur. Le jeu semble indiquer au joueur qu'il n'est qu'une itération d'un événement parmi d'autres, et qu'aucune ne vaut plus que les autres itérations. Tant et si bien que battre le jeu, battre le boss final, ne sert à rien, ne donne pas de fin en fait, et ne sert à rien sinon à déclencher un nouveau cycle. Espace et temps se mélangent alors pour procurer une expérience du présent et uniquement du présent. Le joueur n'a pas d'informations sur le passé ou le futur de la ligne temporelle du jeu, mais est prisonnier de son cycle. Ce que traduit aussi le level design de la série, qui privilégie la verticalité à l'horizontalité. Voici une image que vous ne voyez pas. Et pourquoi ? Voici une vue d'artiste de la carte de Dark Souls, du premier Dark Souls, dans laquelle on peut remarquer que tout est vertical, tout s'enchaîne de manière très verticale. Dark Souls 3 fonctionne de la même façon, avec une vue à peu près équivalente. Et il faut signaler l'exception de Dark Souls 2, qui se présente plus de cette manière, qui étale plus sa carte et qui éclaire une prise de position différente. Les épisodes 1 et 3 favorisent l'empilement des niveaux qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, tandis que le deuxième travaille sur l'étalement. 2 rapports au temps différents s'établissent là. La verticalité va opérer sur un temps immobile, l'étalement va passer le temps, le faire s'écouler au fur et à mesure que le joueur se promène dans les environnements. Le monde de Dark Souls 2 est un monde en déliquescence, où le joueur assiste à celle-ci quand au sein d'un environnement, par exemple ici sur la Bastille perdue, il tourne la tête pour regarder ce qu'il précède et s'aperçoit que ça a diminué. Il découvre une version amoindrie de ce qu'il vient de quitter, pour les retrouver intacts quand il s'y rend de nouveau. Ces 2 approches sont concurrentes et d'une certaine manière elles le sont. Pourtant elles permettent toutes les deux de remettre au centre du jeu la notion de temps et de ce que le joueur en fait. En étalant son chronotope de la sorte,
Le Dark Souls 2 donne au joueur le rôle de révélateur des choses cachées, jusqu'à le faire plonger dans le passé pour y sauver le royaume qu'il traverse, tandis que Dark Souls 1 et 3 font le choix de tout laisser à un temps qui n'existe plus, et que le joueur est chargé de reconstruire, de déclencher en accomplissement le cycle. De fait, dans Dark Souls 3, l'empilement, que vous voyez ici, n'attend que l'explosion pour se redresser. Le feu qu'il faut rallumer se trouve au centre de tout et de lui, tout repartira. La fin du jeu est tout à la fois fin et début du temps, fin et début de l'espace. Demeure la fuite comme réponse. Tempérons tout de même cette affirmation. Quelque chose d'autre reste du début jusqu'à la fin de la série, quel que soit le temps ou l'espace. Le jeu, le feu, ce feu qu'il faut entretenir, allumer, que le joueur associe rapidement à la sécurité, au repos. Il y a toujours un feu. Cela ne revêt rien d'étonnant, le feu étant au cœur du game design du jeu ainsi que de son récit. Le feu est ce que tous les personnages mythiques du jeu ont cherché à protéger, défendre ou détruire. Dès lors, quand le joueur atteint un feu, il n'ancre plus son histoire dans un récit anecdotique, mais dans le grand récit mythologique de la série, et son expérience du jeu sert tant à le définir qu'à l'écrire. Allumer un feu, n'importe lequel, dans Dark Souls, revient à s'approprier, en tant que joueur, une part de la puissance mythopoétique exposée en introduction du jeu, et à la déployer à sa façon. Sauf que cette puissance ne peut être déployée qu'en vain par le joueur, condamné à une exégèse incomplète du jeu qui se répète et se redouble. Ce redoublement n'a rien d'étonnant en ce qu'il est la marque du divertissement populaire, où le plaisir de l'itération est un des fondements de l'évasion du jeu, selon Umberto Eco. Non seulement il est un moyen pour la série d'assurer sa cohérence, mais il participe activement du plaisir du joueur, mais il permet aussi de l'inquiéter. La cohérence globale de l'objet culturel qu'est la série des Dark Souls n'est pas vraiment à discuter. Le premier et le troisième épisode vont jusqu'à partager les mêmes localisations spatiales et les mêmes PNJ. Par exemple, la cathédrale d'Arlondo, qu'on retrouve dans le premier et dans le deuxième, ou bien le forgeron André, qu'on retrouve du premier au deuxième. Tandis que le deuxième épisode est répété dans le troisième par des indices plus ou moins clairs, comme cet arbre, l'arbre des géants, ou bien le Capharnaüm des confins, qui est une des zones de la dernière extension de Dark Souls 3, The Ringed City, qui est une reprise de l'aiguille de terre, zone du deuxième jeu. Le joueur se trouve donc toujours en terrain familier, tout glissant qu'il soit. Car l'itération ne sert pas à rassurer le joueur, mais principalement à le déstabiliser, à le sortir de la zone de confort dans laquelle il pourrait s'installer. Au cosmogonique du récit, cela se traduit par la trajectoire du joueur. En effet, celui-ci se ferait un chemin au travers des dieux qui tuent sans pitié et abandonnent derrière lui pour devenir leur égal, voire plus qu'eux, puisqu'ils ont échoué là où lui réussit. Cette mission, en apparence très gratifiante, est en fait terriblement mortifère, dans le sens où le dernier boss du jeu n'est rien d'autre qu'un redoublement du joueur lui-même, ce qu'on peut lire dans la description de l'âme des seigneurs. Celui que tue le joueur à un niveau symbolique pour parachever son voyage, c'est lui-même. La quête qu'il mène est alors destructrice, non seulement du monde entier, puisqu'en allumant de nouveau la flamme, il détruit le statu quo qui régnait jusqu'alors, mais de lui-même également. Le « Prepare to Die » des campagnes de promotion du jeu ne semble jamais avoir été aussi adapté. Le joueur se retrouve prisonnier du cycle même qu'il cherche à briser. Dans Dark Souls, l'utopie concerne la chute du temps plutôt que son matin. C'est que le savoir n'est plus constitué sur le mode du tableau, mais sur celui de la série, de l'enchaînement et du devenir. Quand viendra avec le soir promis l'ombre du dénouement, l'érosion lente ou la violence de l'histoire feront saillir en son immobilité rocheuse la vérité anthropologique de l'homme. Le temps des calendriers pourra bien continuer, il sera comme vide, car l'historicité se sera superposée exactement à l'essence humaine. Cette citation des mots et des choses me paraît tout à fait pertinente pour décrire l'expérience grise de Dark Souls. Le seul devenir du joueur dans la série est un éternel recommencement. Il se retrouve vide, privé de véritable début ou fin, ne pouvant être que dans un milieu toujours semblable, sans autre issue que la réitération. Au point tel que le jeu propose aux joueurs d'affronter le même personnage deux fois, sous deux noms différents, dans un même environnement, Yodex puis Champion Grandir, à ceci près que le ciel bleu est à présent noir. Ce milieu semblable procède ainsi plus de l'enfermement que de la libération. La fuite dénoncée tout au long de ce papier tourne en rond, à l'image de la marque sombre, cette plaie béante dans le ciel ou le torse de certains ennemis rencontrés dans le jeu. Plaie que le joueur, pour peu qu'il décide de mener son exégèse du jeu, n'a de cesse de gratter sans jamais vraiment pouvoir s'en débarrasser. Ainsi, sur l'internet, la profusion de vidéos et d'articles, de blogs cherchant à expliquer l'histoire du jeu, de la série, cherchant à montrer quels signes font rapport à quels autres. Je pense notamment à Exerve, qui a produit des choses magnifiques dessus, ou encore à Vativilia, qui explore les jeux de long en large pour proposer une histoire unifiée, mais jamais tout à fait, jamais vraiment sous une autre modalité que celle de la supposition.
Loin d'une simplicité pure et parfaite, Dark Souls se vit comme une interrogation toujours lancée au joueur, portant sur lui-même dans sa façon de se dépêtrer du jeu. Même la dernière extension, The Ring City, qui clôt définitivement la série s'il faut en croire le producteur, ne permet pas de sortir des suppositions. Elle renforce l'interrogation sur le temps, elle ramène le jeu sur son origine en mettant au centre de son intrigue le pygmée dont il est fait mention sur cette image et qui s'était échappé de la première vidéo introductive du tout premier Dark Souls. Même là, dans son ultime étape, Dark Souls glisse, échappe. Il n'y a pas de fin heureuse possible pour ce conte. En fait, il n'y a pas de fin possible. La fin se dérobe, la série se dérobe en permanence devant le joueur, tant à la fois dans une stratégie pour le mener vers l'avant, mais aussi pour le déstabiliser. Chaque étape conduit tout naturellement à une autre, chaque signe renvoie tout naturellement à un autre, mais il ne s'agit là pas d'une progression linéaire. Dark Souls est un cycle sans fin qui se redouble encore et encore sur lui-même. Cet aspect cyclique n'est pas seulement marqué au fer rouge dans le récit, mais bien ancré profondément au cœur même de tout le game design du jeu. Cette redite permanente de ses origines les rend tout à la fois extrêmement importantes, et l'objet de toutes les explications, mais aussi caduque et sans intérêt à force de répétition. Bien loin de rendre possible la compréhension d'un tout, elle enferme le joueur dans une boucle sans fin, où ce dernier meurt encore et toujours, parfois de sa main même. L'exégèse semble alors condamnée à ne jamais retrouver une hypothétique parole première qui aurait été enfouie au cœur du jeu. Cette dernière image, un peu floue, est tirée du dernier environnement de la dernière extension du dernier jeu de la série. Elle représente quelque chose d'improbable jusqu'alors, la présence d'un ennemi au sein même d'une arène dont le boss a été battu. C'est à ma connaissance la seule fois que je l'ai rencontré. Cette image me semble à même de résoudre le problème de l'exégèse et de son impossible fin. L'ennemi présent rappelle la marque sombre puisqu'il la porte à même son corps. Ainsi, le jeu se termine sur un vide, sur un chevalier qui tourne en rond, dans un espace et un temps immobile. Le jeu se termine sur une image du joueur marquée par le vide. Dark Souls n'offre ainsi pas de sens, ni de leçon, de morale ou de réponse, seulement une question à laquelle il appartient à tout joueur de trouver sa réponse et sans laquelle jouer ne voudrait pas, à mon sens, une heure de temps. Merci.